proposons de revenir sur l'idée fort répandue que notre santé mentale serait influencée par un ensemble de facteurs qui seraient finalement propres à chacun et chacune d'entre nous. Nous allons comprendre ensemble pourquoi ce n'est pas totalement faux, mais pas totalement vrai non plus. Dans ce chapitre consacré aux déterminants de la santé mentale, nous nous appuyons sur différentes études scientifiques ayant exploré la question des déterminants. Nous avons choisi de nous concentrer plus particulièrement sur le modèle de compréhension en 3 niveaux proposé par Minds, une association suisse active dans le champ de la santé mentale. Si nous devons schématiser quelque peu les choses, nous pouvons comprendre ce qui influence notre santé mentale à travers 3 niveaux de déterminants, ou dit autrement 3 niveaux de facteurs, qui vont jouer un rôle protecteur pour notre santé mentale, ou au contraire vont constituer un risque pour celle-ci. Le mot déterminant n'est pas utilisé au sens de déterminisme qui induit l'idée d'une certaine fatalité, mais renvoie plutôt à l'idée de ce qui influence, ce qui agit sur notre santé mentale. En nous appuyant sur le modèle à 3 niveaux proposé par Minds, nous allons découvrir quels sont ces déterminants. Commençons par le premier niveau de déterminant, celui qui nous semble le plus proche de nous. Il s'agit des facteurs individuels qui peuvent influencer notre santé mentale. Et parmi ces facteurs individuels, propres à chacune et chacun d'entre nous, il y a les facteurs biologiques, les facteurs liés au genre, les facteurs psychologiques et les facteurs liés à notre parcours de vie. L'influence de la santé physique sur notre santé mentale est indéniable. L'Organisation mondiale de la santé nous rappelle à cet égard qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. En effet, vivre sans trop de soucis de santé, avec quelques difficultés passagères ou au contraire des difficultés physiques plus importantes, va considérablement influencer notre bien-être au quotidien. Mais l'inverse est vrai aussi. Notre santé mentale influence notre santé physique. Des études ont ainsi démontré les effets du stress sur notre corps et tout particulièrement sur notre immunité, c'est-à-dire notre capacité à résister aux maladies. Les auteurs parlent ainsi d'incorporation biologique du social. Ainsi, vivre dans l'adversité peut générer un stress chronique qui, à son tour, accroît la vulnérabilité de notre corps face à certains problèmes de santé, comme les maladies cardiovasculaires par exemple. Toujours parmi les facteurs biologiques, intéressons-nous à présent aux facteurs génétiques. Peut-on hériter d'un trouble de santé mentale ? Peut-on, par exemple, hériter de la dépression d'un de nos parents ? C'est une question que beaucoup se posent et qui mérite, bien entendu, une réponse nuancée. Les études tendent à montrer qu'il existe un risque de transmission d'une génération à l'autre pour certains troubles de santé mentale. Toutefois, l'apparition et l'évolution de ces troubles héréditaires vont aussi être influencés par des déterminants sociaux. Ainsi, l'expression de nos gènes dépend de notre environnement et de nos expériences. On sait par exemple que des facteurs liés au stress peuvent interagir avec des facteurs génétiques et entraîner par conséquent une augmentation du risque de rencontrer des problèmes de santé mentale. Parmi les facteurs individuels, intéressons-nous à présent au genre. Le genre est-il un facteur qui influence notre santé mentale ? De nombreuses études ont trouvé des différences de genre dans l'apparition des troubles de santé mentale. Pour ne citer qu'un exemple parmi de nombreuses études, on observe davantage de troubles anxieux et dépressifs chez les femmes, tandis que chez les hommes, on observe plus de troubles de l'attention et de l'hyperactivité et de consommation de substances. L'une des explications privilégiées pour rendre compte de ces différences entre les hommes et les femmes est les rôles sociaux associés au genre. Ainsi, le genre que l'on nous attribue à notre naissance en fonction de notre sexe, à savoir homme ou femme, aurait une influence sur l'apparition de certains troubles de santé mentale. Notre contexte culturel occidental assignerait aujourd'hui un certain nombre de prescrits sociaux, comme des façons de se comporter ou de penser qui diffèrent entre les hommes et les femmes. Ces perceptions et ces attentes différentes rendraient les hommes et les femmes plus vulnérables à certains troubles de santé mentale. Fait intéressant, des études démontrent que ces effets de genre sur l'apparition de troubles de santé mentale chez les hommes et chez les femmes diminuent dans des contextes spatiaux ou temporels dans lesquels ces rôles sont moins traditionnels. Pour expliquer ces différences entre les hommes et les femmes, d'autres explications mettent en avant le rôle de la socialisation émotionnelle genrée et des hormones. Enfin, des études démontrent que les stéréotypes de genre affectent aussi le diagnostic et le traitement. Par exemple, les médecins sont plus susceptibles de diagnostiquer la dépression chez les femmes que chez les hommes, même lors de présentations symptomatiques identiques. Des chercheurs ont démontré l'effet protecteur de plusieurs variables individuelles
que l'on peut regrouper sous le terme de compétences psychosociales ou compétences de vie. En anglais, nous parlerons de life skills. De quoi s'agit-il ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, les compétences psychosociales peuvent être groupées en 3 groupes. Les compétences sociales, les compétences cognitives et les compétences émotionnelles. Les compétences interpersonnelles et de communication comprennent les compétences de communication verbale et non verbale. Les compétences d'écoute, d'expression, de négociation, d'affirmation de soi, d'empathie, de coopération, de travail en équipe et de plaidoyer. Les compétences décisionnelles et de pensée critique comprennent des compétences de prise de décision et de résolution de problèmes, y compris la recherche d'informations. Enfin, les compétences adaptatives et d'autogestion comprennent l'estime de soi, l'auto-évaluation, la prise de responsabilité, la gestion émotionnelle, y compris la gestion du stress. Bien entendu, ces 3 catégories ne sont pas à comprendre de façon distincte. Ces compétences sont liées les unes aux autres. Par exemple, la gestion du stress contribue à une bonne capacité à travailler en équipe et nécessite à la fois des compétences d'auto-évaluation, de gestion du temps, de résolution de problèmes, d'estime de soi, etc. Cette section souligne l'importance de favoriser le développement des compétences psychosociales dès le plus jeune âge, à l'adolescence, mais également à l'âge adulte, dans le cadre professionnel, scolaire et familial. Les compétences psychosociales sont malléables et peuvent être améliorées tout au long de la vie. Pour conclure cette partie consacrée aux facteurs individuels, nous allons à présent nous intéresser aux facteurs liés à notre parcours de vie. Bien évidemment, ces facteurs peuvent être très nombreux et variés tout au long de notre vie. Notre parcours de vie, qui débute dans le ventre de notre mère, va être jalonné d'expériences et de rencontres multiples. Ces rencontres et ces expériences nous permettront de construire une certaine identité positive et une certaine sécurité affective dans nos relations avec les autres. Cela constituera des bases essentielles pour nous aider à grandir en nous-mêmes et au contact des autres. Le statut migratoire a un impact direct sur la santé mentale des individus. Différentes études épidémiologiques ont montré que les niveaux de dépression étaient plus élevés au sein de la population migrante qu'au sein de la population générale. Cette différence peut s'expliquer notamment à travers les inégalités socio-économiques, en soutien social amoindri dans le pays d'accueil, et les discriminations liées à l'origine. D'autre part, les personnes migrantes conservent très souvent en lien avec leur pays d'origine. Ce lien peut être de nature économique, sociale ou socioculturelle. Ces liens avec le pays d'origine peuvent bien entendu constituer un facteur de protection pour les personnes migrantes, mais peuvent également constituer un facteur de risque pour leur santé mentale. En effet, ces pratiques transnationales peuvent générer du stress, voire un fardeau social ou économique, qui peuvent impacter négativement la santé mentale des personnes migrantes. Explorons à présent le second niveau de déterminant, celui des facteurs sociaux et économiques. Parmi les facteurs sociaux, intéressons-nous à la famille et au lien social. Parmi les facteurs sociaux qui influencent notre santé mentale, la famille joue un rôle important. Selon les configurations familiales, les périodes de la vie et les événements, la famille peut constituer un facteur de protection ou de risque, et de ce fait, influencer plus ou moins favorablement notre santé mentale. D'une part, la famille peut faire protection contre des difficultés psychologiques et, d'autre part, jouer un rôle protecteur face à des conditions de vie défavorables et des difficultés socio-économiques. Qu'il s'agisse d'un soutien émotionnel ou matériel, cette entraide est capitale dans la vie quotidienne. L'importance de ce contexte familial pour notre santé mentale se manifeste déjà lors de la grossesse et tout au long de notre vie. On évoque d'ailleurs volontiers les 1000 premiers jours de la vie comme étant capitaux pour engranger des expériences positives fondatrices pour notre santé mentale. En effet, les premières années de notre vie sont des moments clés concernant le développement de notre sécurité affective. C'est un ingrédient important qui nous permet de grandir sereinement en nous-mêmes et au contact des autres. Au-delà de la famille, il y a également tous ces liens sociaux qui peuvent influencer la santé mentale. S'intéresser aux liens sociaux invite à interroger ces liens. En effet, ces liens feront plus ou moins protection pour notre santé mentale ou, au contraire, viendront la fragiliser en fonction de leur qualité et de la façon dont ils se déclinent. Quelques questions peuvent nous guider. Ces liens permettent-ils d'être estimés, valorisés, aimés, soutenus face aux petites et grandes épreuves de la vie? Permettent-ils de bénéficier d'entraide lorsque c'est nécessaire? Être entouré et bien entouré peut avoir de vraies conséquences sur la santé mentale comme sur la santé physique. A l'inverse, l'absence de lien et l'isolement constitueront un facteur de risque pour notre santé mentale.
Concentrons-nous à présent sur les facteurs socio-économiques. De nombreuses études se sont intéressées à l'impact de la situation socio-économique sur la santé mentale. Lorsque nous évoquons la situation socio-économique d'une personne, cela désigne à la fois le fait d'occuper un emploi ou non, le fait d'occuper un emploi qui offre de bonnes conditions de travail, le fait que l'emploi soit de bonne qualité. Cela se traduit notamment par une certaine stabilité de l'emploi, par le respect du droit du travail et l'accès à une protection sociale, ou encore par la présence dans certains pouvoirs de négociation des travailleurs dans l'organisation. Enfin, le niveau de revenu que procure l'emploi occupé est aussi un indicateur de notre situation socio-économique. Ces éléments vont donner à chacun et chacune d'entre nous un certain statut socio-économique, plus ou moins favorable selon les situations de vie et plus ou moins impactant pour la santé mentale. Concernant les statuts socio-économiques défavorables, on sait aujourd'hui que la pauvreté a un impact très négatif sur la santé mentale. Les faibles revenus, leur absence ou encore un chômage de longue durée conduisent les personnes à une forme d'isolement social et d'anxiété liée à leur statut social, ce qui augmente les risques de dépression et d'anxiété. En retour, les troubles de santé mentale tels que l'anxiété et la dépression peuvent générer des obstacles à l'emploi, une difficulté à s'insérer socio-professionnellement et par conséquent se traduire par une perte ou une diminution du revenu, ce qui peut précipiter les personnes dans une situation de pauvreté. Les interactions entre statut socio-économique et santé mentale sont réciproques, bidirectionnelles. On parlera également de circularité. Pour conclure cette partie consacrée au second niveau de déterminant, nous insisterons à nouveau sur l'importance qu'ont les facteurs sociaux et économiques pour notre santé mentale et notre santé en général. L'Institute for Advanced Research a ainsi mis en évidence le fait que l'environnement social et économique avait l'influence la plus importante sur la santé, devant l'organisation du système de soins et le patrimoine génétique. Ce niveau de déterminant ne doit donc pas être sous-estimé lorsqu'on s'intéresse aux facteurs de protection pour notre santé mentale. Ce niveau d'analyse s'intéresse aux facteurs qui se situent au niveau de la société. Ces facteurs sont nombreux. Parmi ceux-ci, nous pointerons le rôle des politiques sociales, économiques et environnementales et l'influence de la culture. Commençons par le rôle des politiques sociales, économiques et environnementales. Y a-t-il des crèches et des écoles en suffisance ? Sont-elles de bonne qualité ? Existe-t-il des services sociaux à destination de la population ? Les salaires sont-ils décents ? Développe-t-on des politiques de soutien à l'emploi ? Ou encore des mesures qui favorisent la réduction des inégalités. Ces observations, nous pouvons aussi les faire à une échelle plus locale. Y a-t-il des politiques locales qui soutiennent la vie de quartier ou de village ? Notamment en favorisant des bonnes relations entre les habitants, en prenant soin du cadre de vie, des espaces publics et en permettant aux habitants d'avoir accès à des espaces verts. Enfin, non des moindres, le contexte culturel dans lequel nous vivons a une influence importante sur la santé mentale. La culture peut être définie comme un ensemble de normes et de valeurs que nous apprenons au fil de nos interactions sociales, dès la petite enfance et ce, tout au long de notre vie. Ces normes et valeurs nous aident à percevoir, interpréter et interagir avec les autres. Elles nous aident à définir ce qui nous est familier, normal et acceptable. Ces normes et valeurs nous permettent de nous comporter de manière appropriée dans une situation et de décoder les comportements des autres. Ces normes et valeurs puisent dans de nombreuses sources qui dépassent notre seul pays d'appartenance, quartier ou village. Nous les apprenons au contact de nos proches, familles et amis, mais également durant notre parcours scolaire et notre vie professionnelle. Ces normes et valeurs s'incorporent en nous au contact de nos différents groupes d'appartenance. Dans toutes les sociétés du monde, nous trouvons des croyances prédominantes à propos d'un tas de sujets. Ce qui est bon ou mal, ce que c'est d'être femme ou homme, à propos du travail, de la parentalité, etc. Les croyances culturelles à propos de la santé mentale en font partie. Ces croyances culturelles vont influencer la façon dont certaines populations vont appréhender la santé et la maladie mentale, ainsi que le sens qu'elles donneront au malheur et à la maladie. Ces croyances culturelles ont aussi une influence sur les causes que nous identifions pour expliquer des problèmes ou des difficultés en santé mentale. Et par conséquent, elles auront aussi une influence sur les ressources que nous mobilisons pour y faire face. Concrètement, ces significations culturelles ont une influence sur le choix de certains traitements et de certaines ressources pour faire face à l'adversité. Elles influencent aussi notre capacité à demander ou à rechercher de l'aide lorsque des difficultés surviennent. Ainsi, la recherche d'aide et de soutien sera plus ou moins facilitée en fonction des représentations de la santé mentale et les troubles de santé mentale en vigueur dans la société dans laquelle nous vivons. Les difficultés psychologiques et les troubles de santé mentale sont-ils acceptables et acceptés ? Suis-je considérée comme anormale si j'ai des problèmes de santé mentale ?
Est-ce considéré comme une faiblesse? Enfin, nous insisterons sur les différents niveaux d'analyse que nous pouvons mobiliser lorsqu'on s'intéresse à l'influence du facteur culturel sur la santé mentale. S'il est intéressant de se pencher sur les normes et les valeurs culturelles véhiculées à l'échelle d'une société donnée, d'une région ou d'un pays d'appartenance, il est aussi intéressant de zoomer sur un autre niveau, plus proche de nous, où de nombreuses normes et valeurs sont véhiculées au quotidien. Il s'agit du niveau organisationnel. L'école et le travail sont, par exemple, des organisations où nous développons et véhiculons de nombreuses valeurs, normes et visions du monde, y compris sur la santé mentale. Celles-ci vont avoir une influence sur les attitudes et comportements qui seront prescrits ou encouragés. S'intéresser à la culture organisationnelle permet de s'interroger sur les normes, les valeurs et les représentations qui sont véhiculées et que nous véhiculons, consciemment ou non, au sein de nos organisations. Pour conclure cette vidéo consacrée aux multiples déterminants de la santé mentale, rappelons-nous les idées centrales de notre propos. Premièrement, la santé mentale, ce n'est pas que dans la tête. La santé mentale n'est pas qu'une affaire individuelle où seuls les facteurs individuels propres à chacun et chacune d'entre nous joueraient un rôle. La santé mentale, c'est plus que cela. Il s'agit d'une interaction complexe entre des facteurs individuels, sociaux, économiques et sociétaux. Ces facteurs vont influencer notre santé mentale. Deuxièmement, pour certains facteurs plus particulièrement, tels que la santé physique et le statut socio-économique par exemple, nous avons vu que les interactions avec la santé mentale étaient réciproques, bidirectionnelles, en ce sens qu'ils s'influencent mutuellement avec l'idée d'une certaine circularité. Troisièmement, d'une personne à l'autre, les facteurs évoqués n'auront pas tous la même influence sur la santé mentale. Quatrièmement, certains facteurs constitueront tantôt une protection pour notre santé mentale, tantôt un facteur de risque. Enfin, ces facteurs ne sont pas donnés une fois pour toutes. Ils ne sont pas figés et ils s'actualiseront tout au long de notre vie en fonction du contexte, des événements, des périodes de la vie et de notre âge. C'est d'ailleurs l'objet de notre vidéo « La santé mentale en équilibre » que je vous invite à visionner pour aller plus loin.